Alors ce soir, le rendez-vous copro est un rendez-vous qui est vraiment spécifique puisqu'on va parler d'assurance en copropriété et uniquement d'assurance. On va s'interroger sur la couverture de votre immeuble en copropriété, sachant qu'il y a un certain nombre d'assurances. Alors si tu peux avancer les slides, Gladys. Je reviendrai sur les intervenants après. Voilà, exactement. Sachant qu'il y a de nombreuses assurances en copropriété, et ça peut s'avérer complexe parce qu'il va falloir choisir peut-être une compagnie, différents types de polices, des garanties qui n'ont pas forcément les mêmes couvertures, on le verra, des tarifs qu'on va peut-être vouloir mettre en concurrence, voilà, faire des appels d'offres. Et toutes ces obligations légales avec des obligations aussi qui viennent du gouvernement en matière d'assurance et notamment aussi des conseils pour des couvertures qui pourraient être recommandées pour vos copropriétés. Alors, pour parler de ce sujet, nous faisons appel ce soir à l'un de nos partenaires, qui est le groupe Odéalim, un partenaire donc qui est courtier en assurance, donc ils vont se présenter. Et nous avons deux spécialistes avec nous ce soir. Donc, Olivier Delmas, qui est déjà intervenu à plusieurs reprises dans nos webinaires, qui est directeur grand compte chez Odéalim, et Guillaume Valero-Lano, qui est, lui, directeur de clientèle. Donc, on vous salue, messieurs, on vous souhaite la bienvenue et on compte sur vous parce que vous êtes nos experts ce soir. Et ma foi, moi, Merci de votre accueil. Voilà, je peux animer, je peux vous poser des questions, mais je ne pourrai pas y répondre. Donc, je suis très contente que vous soyez là pour ça. Alors, on continue un petit peu dans notre introduction. Alors, donc, pour représenter rapidement mon immeuble, donc on est un média indépendant dans le domaine de l'immobilier, très spécifiquement sur le marché de la copropriété. On existe depuis 23 ans. On a plus de 5000 articles sur le site et plus de 4000 membres qui nous suivent sur le site. Je parle pas, enfin, encore plus sur les réseaux sociaux. On fait à peu près 40 rencontres de ce type par an, donc soit des webinaires comme ce soir, des ateliers juridiques également, des ateliers compta, et puis on organise de temps en temps des soirées en présentiel. On a à peu près 48 partenaires actuellement et toutes ces vidéos sont disponibles, enfin pas toutes disponibles pour tout le monde, mais pour les abonnés, tout est disponible et les rendez-vous copro comme ce soir, en tout cas, sont ouverts à tous sur YouTube. Alors, pour les copropriétaires, on propose une offre qui est le Club Ami+, qui vous permet en fait d'avoir des services juridiques, notamment des consultations comme on a fait ce mois-ci, un espace membre avec des contenus supplémentaires, et puis le replay aussi des autres ateliers qui ne sont pas ouverts à tous, donc nos ateliers juridiques et nos ateliers compta. On a également une offre pour le Club Ami Pro qui reprend un petit peu les avantages du Club Ami+, et puis avec des choses un peu plus pour les professionnels, notamment la parution dans le guide des pros et dans un annuaire. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si je vous enverrai les liens, bien sûr, dans la conversation pour ceux qui sont intéressés. Pour le prochain rendez-vous copro, donc le prochain sera finalement en juin, puisque celui de mai, c'était un petit peu particulier avec les semaines un peu découpées. Donc, on va passer directement au rendez-vous de juin qui sera sur la gestion de l'eau en copropriété. Et puis, on va avoir encore un atelier juridique et un atelier compta aussi pour finir avant les vacances d'été. Donc, l'atelier juridique, ce sera sur les litiges en copropriété, donc avec maître droit accompagné d'un syndic. Et pour l'atelier de compta de juin, ce sera sur l'ordre du jour de l'AG. Si vous avez des besoins dans votre copropriété, que ce soit des besoins en termes d'assurance ou autre, enfin tout projet, pareil, je vous mettrai un petit lien avec un formulaire à remplir et pour nous expliquer un petit peu votre projet ou votre problématique, et puis on pourra ensuite vous mettre en contact avec des experts. Voilà, ça va être à vous. Donc, on va laisser les intervenants prendre la parole, mais si vous avez besoin de vous exprimer, vous avez le Q&R, donc c'est un chat.
Donc, les intervenants pourront soit y répondre en direct quand ils voient vos questions ou taper la réponse. Et puis, voilà, vous pouvez envoyer vos réactions et il y aura 1 ou 2 petits sondages durant le webinaire. Les Alors, on informations de a, contact si besoin et je vais passer, voilà. alors, on va d'abord mettre le programme parce qu'on a un programme ce soir. Voilà. Donc, c'est un programme assez complet. On était déjà intervenu sur ce sujet des assurances, mais le dernier webinaire qu'on avait fait, c'était plutôt sur la renégociation des contrats. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. En tout cas, ce webinaire est toujours à votre disposition en replay. Là, ce soir, on va faire un état des lieux. On va passer en revue la plupart des assurances qui sont obligatoires pour vos copropriétés. On a une première partie sur le fait que c'est des questions qui reviennent souvent, hein, le fait qu'il y ait des imbrications au niveau des contrats et que parfois vous vous demandez si vous n'êtes déjà pas assuré par un contrat multirisque habitation et on vous demande par ailleurs une autre assurance parce que vous êtes locataire, etc. Donc là, c'est important de voir ce que chaque assurance peut couvrir et ce dont vous avez réellement besoin. Ensuite, vous savez que la plupart du temps, les problèmes qu'on rencontre en copropriété sont souvent des problèmes de dégâts des eaux. Et donc, pour cela, on a mis en place des conventions avec des couvertures spécifiques entre les différentes parties. Donc, on reviendra là-dessus. Ensuite, on a une troisième partie, Gladys, si tu veux bien, sur les conditions générales des assureurs. Donc là, on est sur les rappels du code des assurances, sur les clauses de garantie. Ensuite, ça, on en avait déjà parlé un petit peu, mais bon, on reviendra là-dessus sur les intercalaires des intermédiaires. Les garanties qui sont indispensables parce que imposées par la loi, donc vous en connaissez certaines, comme les catastrophes naturelles, qu'on appelle les CatNat, mais il y en a d'autres. Et bien sûr, pour finir, le choix de l'assureur. Donc là, il y aura un certain nombre de critères qu'il faudra passer en revue et qui fera peut-être la différence. Et donc, bien sûr, il y a cet appel d'offres. Et pour finir, voilà, il y aura une petite conclusion, peut-être avec quelques conseils aussi de nos experts. Voilà. Maintenant, on va pouvoir commencer et je vous laisse la parole. Allez, bonjour à tous. Merci Isabelle et Gladys de nous recevoir, de nous permettre de traiter ce sujet-là et d'en profiter également pour présenter Odéalim à ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter très brièvement notre cabinet. Donc, Odéalim, c'est un cabinet de courtage d'assurance ultra spécialisé sur les risques liés à l'immobilier. Donc, on travaille aujourd'hui sur 10 pôles régionaux de Lille à Marseille en passant par Paris, Lyon, Cannes notamment et Lyon. Donc voilà, on a une implantation qui est très régionale et qui vise à mailler tout le territoire. Donc aujourd'hui, on a 4 secteurs d'activité majeurs, donc les assurances immobilières et la construction, la partie crédit immobilier, une partie qui relève de l'assurance emprunteur et de la prévoyance, et également une partie qui est assez récente pour nous relative à la gestion de patrimoine. Donc voilà, sur les 4 secteurs sur lesquels on intervient. Aujourd'hui, le groupe Odéalim, c'est 55 000 immeubles assurés partout en France. C'est 220 000 lots gérés en garantie des loyers impayés. C'est à peu près 50 000 sinistres à gérer par an. Donc voilà, c'est je dirais un cabinet qui devient important avec le temps, avec, pour faire simple, sur la partie assurance immobilière et construction, environ 350 personnes, ce qui correspond un des pôles les plus importants pour le cabinet. Donc voilà pour la présentation un petit peu brève du cabinet avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va commencer par introduire un petit peu notre sujet et parler des assurances obligatoires en copropriété.
parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on se dit que l'assurance multirisque immeuble est une assurance obligatoire, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, il y a une obligation qui a été notamment introduite par la loi Allure de 2014 dans son article 9-1, qui est l'assurance responsabilité civile pour les propriétaires non occupants et copropriétaires non occupants. Donc cette assurance obligatoire, elle est uniquement, je dirais, centrée sur la responsabilité civile. Donc la partie dommage que vous pouvez connaître sur les dégâts des eaux, le bris de glace, etc., c'est une assurance qui, d'un point de vue purement légal, n'est pas obligatoire et donc facultative. Donc ça c'est le premier volet de l'obligation des assurances. On a un deuxième volet relatif à la dommage ouvrage. La dommage ouvrage est une garantie obligatoire dans le cadre de travaux de construction ou de rénovation en copropriété. C'est une obligation qui a été instituée par la loi Spinetta de 1978 pour, en gros, et faire bref, répondre aux difficultés qu'il y avait à l'époque de traitement des indemnisations et des réparations de dommages qui pouvaient y avoir dans le cadre de construction. Donc cette dommage ouvrage, elle est rendue obligatoire sur tous travaux, pour faire bref, liés à des travaux de structure en copropriété. Donc ça peut être des travaux de réfection d'une toiture, de réfection d'un plancher haut de cave, d'un ravalement. Voilà, tout ce qui touche de près ou de loin à la structure de l'immeuble est soumis à l'obligation d'une assurance dommage ouvrage. Et donc, du coup, la dernière assurance qui est obligatoire, c'est l'assurance responsabilité des risques locatifs en copropriété, ce qu'on appelle grossièrement la responsabilité civile copropriété, qui est en fait une partie, je dirais, infime de l'assurance multirisque immeuble et qui vise à assurer notamment les locataires. Donc voilà. Toute cette petite introduction pour rappeler que donc le volet que dommage que vous avez dans la multirisque immeuble n'est pas une garantie obligatoire, mais est une garantie qui est fortement conseillée de souscrire dans le cadre de dégâts des eaux, de bris de glace, d'incendies que vous pourrez subir. Donc voilà sur la partie introduction. Il y avait un point sur l'assurance des risques locatifs. Oui. Vous en avez parlé ou pas? Il me semble oui, pas. oui. C'est une loi de 1985 qui oblige les locataires à s'assurer. Ça a été d'ailleurs la première loi, en dehors de la loi Spinetta, qui a été rendue obligatoire pour une catégorie de gens. Les locataires ont une obligation d'assurance vis-à-vis des propriétaires, des voisins et des tiers, bien avant que les propriétaires eux-mêmes aient eu une obligation d'assurance. D'accord. Voilà. Donc là, oui, je vous écoute. Et ce qu'on peut rappeler également, c'est vrai que sur l'assurance des propriétaires non occupants et copropriétaires non occupants, qui a été rendue obligatoire par la loi Allure, il y a, je dirais, certaines formes d'incohérence dans la mesure où la loi a rendu obligatoire la souscription pour les propriétaires, mais n'a pas en contrepartie institué de sanctions. Donc aujourd'hui, l'assurance propriétaire non occupant est de plus en plus utilisée dans le cadre de sinistres en copropriété, mais on voit malheureusement encore beaucoup de trop de copropriétaires qui ne souscrivent pas, de copropriétaires bailleurs qui ne souscrivent pas à cette assurance. Très bien. Alors, je crois. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Je ne pense pas. Hein. On va regarder, mais on a une question sur l'assurance dommage ouvrage, mais je ne sais pas si vous allez revenir là-dessus. Alors, il n'était pas nécessairement prévu de revenir sur l'assurance dommage ouvrage, qui n'est pas le cœur du sujet, mais s'il y a une question, c'est peut-être le moment. Alors, vous pouvez regarder dans les questions et réponses. Sinon je peux vous dire la question, c'est quelles sont les précautions à prendre quand l'assurance dommage ouvrage se termine 10 ans après l'achèvement? Alors, de toute façon, l'assurance dommage ouvrage se termine nécessairement 10 ans après l'achèvement, puisque c'est une garantie dite décennale. Alors, ce qui peut arriver,
et ce qui arrive malheureusement assez souvent, c'est qu'avant le terme des 10 ans, des sinistres répétitifs de même nature, au moment où les 10 ans s'apprêtent à se terminer, continuent d'arriver. À ce moment-là, il est possible d'obtenir ce qu'on appelle un report de prescription pour poursuivre, alors à déterminer par la compagnie d'assurance, ou si la compagnie d'assurance n'est pas de bonne volonté, à déterminer par le juge. La garantie peut se poursuivre pendant un délai qui va être déterminé, qui peut être de 6 mois, 1 an et demi, en fonction des pathologies observées sur les sinistres en cours et du temps qu'il faut pour y remédier. Donc la garantie décennale, en fait, elle peut durer plus de 10 ans. Bien sûr, la demande doit en être faite par recommandé et avant le terme des 10 ans. Très bien. Alors, est-ce qu'on attaque sur le premier point? On va attaquer le premier point, oui. Alors, on y va. Donc là, on est donc sur le La sujet superposition des contrats. Superposition des contrats. Alors, il y a, et là je vais prendre une imagerie populaire qui est fréquente parce que ce sont des questions qui nous sont posées et qui nous sont posées tellement fréquemment qu'on se dit que c'est représentatif de l'état d'esprit d'une bonne partie de la population de copropriétaires. Les gens nous disent « Pourquoi est-ce qu'on s'assurerait puisque l'immeuble est déjà assuré ?» D'autres nous disent « Je ne vois pas pourquoi on assurerait l'incendie et le dégât des eaux, puisque tous les contrats, que ce soit ceux des particuliers ou ceux des immeubles, garantissent l'incendie et le dégât des eaux. » Alors, tout ça est vrai, mais seulement vrai partiellement. En réalité, tous ces contrats ne couvrent pas la même chose, pas de la même façon et pas dans le même but. Et on va voir qu'en cas de dualité d'assurance, parce qu'il peut y avoir des dualités d'assurance, il y a ce qu'on appelle, en termes d'expertise, les assurances cumulatives et le droit pour celui qui est lésé de faire appel à l'un ou l'autre des deux contrats qui garantissent la même chose. Parce que bien évidemment, ça peut arriver. Alors, on va essayer maintenant d'être plus précis et de démêler le vrai du faux. Donc, les contrats, le contrat de base qui couvre le maximum de choses, c'est bien entendu le contrat MRI de la copropriété. C'est un contrat qui garantit l'ensemble des événements. Donc, MRI, on rappelle, multirisque immeuble. Très bien. Et ce contrat MRI garantit, alors, les mieux faits d'entre eux, ils sont de forme tout risque sauf, c'est-à-dire qu'ils garantissent absolument tout, sauf ce qui est exclu. Et ce qui est exclu doit à ce moment-là être nommé au contrat. Mais la plupart des contrats sont plutôt des multirisques, c'est-à-dire qu'ils couvrent un maximum de rubriques, mais toutes ces rubriques sont énoncées, de sorte que si une rubrique est manquante au contrat, elle ne fait pas partie des garanties. Donc, les garanties principales qu'on trouve et que couvrent les multirisques immeubles sont bien entendu l'incendie et les risques annexes. Alors, ce qu'on appelle les risques annexes à l'incendie, c'est la foudre, les dommages électriques, les chocs de véhicules, les chutes d'aéronefs, d'avions, les dommages causés par la tempête, les événements climatiques, le dégât des eaux. On trouve ensuite le bris de glace, le vol et le vandalisme, les attentats, les catastrophes naturelles, les dommages technologiques et pour finir, la responsabilité civile. Une fois qu'on a dit ça, on a cité les rubriques principales de ce que doit couvrir un contrat multirisque. Est-ce qu'à ce stade, c'est clair? Oui, oui, tout à fait. Mais là, donc, du coup, j'ai entendu responsabilité civile. Et on sait que par ailleurs, il est demandé au conseil syndical d'avoir aussi une responsabilité civile. Alors là, on parle de celle de la copropriété. Là. On ne parle pas de celle du conseil syndical. Même si, depuis la loi Allure et la loi Elan, parce que les deux en ont parlé, on couvre maintenant, et c'est une obligation, la responsabilité civile du conseil syndical. Mais là, je parlais plus généralement de la responsabilité civile de la copropriété. Et c'est très important, parce que ça peut couvrir des réalités extrêmement graves. Par exemple, la responsabilité civile du fait du gardien, quand il y a un gardien dans l'immeuble, la responsabilité civile
liées aux opérations de déneigement quand il y a de la neige devant l'immeuble, qu'elle n'est pas enlevée et qu'une personne chute et tombe. Pareil dans les parkings, lorsqu'une personne chute sur une tache d'huile ou une tache d'essence. Pareil lorsqu'un escalier a été trop bien nettoyé et qu'une personne glisse parce que l'escalier est glissant. Tous ces faits peuvent engager la responsabilité civile de la copropriété. Autre exemple, dans les jardins, un arbre non élagué qui tombe chez le voisin et qui détruit quelque chose chez le voisin, ou qui détruit une voiture garée en contrebas. Ça engage la responsabilité civile de la copropriété. Vous avez comme ça des milliers d'exemples qui peuvent engager la responsabilité de la copropriété de faits dont la copropriété est responsable et pour lesquels elle doit être assurée. Donc ça, c'est un chapitre de la MRI, la responsabilité, qui n'est pas négligeable et qui est souvent mis en cause. Et pour rebondir un peu sur ce que vous disiez sur la responsabilité civile du conseil syndical, c'est vrai qu'elle a été rendue obligatoire par la loi Allure. Autant à l'époque, on nous posait régulièrement la question et certains assureurs ou certains courtiers, je dirais, intégrait pas spécialement cette garantie au sein du contrat multirisque immeuble et ce contrat responsabilité civile du conseil syndical faisait l'objet d'un contrat à part du contrat immeuble. Aujourd'hui, je dirais 99,9% des assureurs ont pris le pli de cette obligation réglementaire et je dirais la responsabilité civile du conseil syndical, elle est maintenant quasiment incluse dans l'ensemble des contrats multirisques immeubles, quelles que soient les compagnies et les intermédiaires qui opèrent sur le marché. C'est important de souligner ça. Oui, oui, tout à fait, parce que on parlait de multirisque immeuble, mais cette assurance du conseil syndical, elle est incluse quand même dans cette multirisque immeuble. Donc, c'est important de le souligner. Très bien. En réalité, pourquoi elle est incluse? Le fait générateur, c'est que le conseil syndical est un organisme bénévole et à ce titre, la protection de l'assurance de l'immeuble a été étendue au rôle que jouent les bénévoles, tout simplement. Alors, est-ce qu'on en... Je regarde un petit peu le programme. Alors, vous vouliez parler aussi de l'assurance locataire ou Alors, je parlais de la superposition des contrats. Je n'ai Oui. pas fini sur le sujet. Très bien. C'est un sujet extrêmement important et qui cause de nombreuses questions à pas mal de gens. On disait donc en début d'introduction sur ce premier point que les locataires, les propriétaires non occupants et la multirisque immeuble couvrent par exemple l'incendie et le dégât des eaux. Donc, on pourrait penser au premier abord que le dégât des eaux et l'incendie sont couverts 3 fois, par 3 polices différentes. Alors oui, mais ça ne couvre pas tout à fait la même chose. Le propriétaire non occupant va garantir en dommages les biens qui lui appartiennent. Qu'est-ce qui appartient au propriétaire non occupant? Ce qui est indissociable de son appartement, le parquet, les peintures qu'il a fait faire, les éléments fixés au mur, les persiennes, les volets, etc., etc. Qu'est-ce qui appartient au locataire? Son mobilier, les peintures ou les embellissements, si c'est lui-même qui les a réalisés. Et qu'est-ce qui appartient à l'immeuble dans tout ça? Alors, rien du tout, sauf, on va le voir après avec le jeu des conventions, lorsqu'il y a dépassement d'une certaine somme, l'assurance de l'immeuble rentre de nouveau en jeu, y compris pour garantir des choses qui ne lui appartiennent pas. C'est ce qui fait un peu la complexité du dossier. Mais vous voyez bien que pour une même garantie, le dégât des eaux, par exemple, vous allez avoir 3 polices qui couvrent le dégât des eaux sur un même bien. Et en réalité, ces 3 polices ne rembourseront pas la même chose. Elles rembourseront en fonction de la propriété du bien. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, Olivier, que se passe-t-il si, par exemple, le locataire est défaillant et on s'aperçoit qu'il n'a pas souscrit à son assurance? Alors, il y a ce qu'on appelle la couverture chapeau, c'est-à-dire que si le locataire est défaillant et n'a pas souscrit son assurance, son propriétaire en est responsable. Donc, on va faire appel à la police P&O du propriétaire pour couvrir la défaillance du locataire, et c'est lui qui devra prendre en charge ce qu'aurait dû prendre en charge le locataire. Et
imaginons, pour corser un petit peu le scénario, que le propriétaire soit lui-même défaillant, il reste en dernier recours le chapeau que constitue la MRI. Mais quand on en arrive là, on est déjà fâché. Oui, parce que là, c'est l'ensemble des copropriétaires qui vont devoir payer Il y a pour une négligence. Voilà. Il y a mutualisation sur le syndicat de la défaillance de 2 acteurs. Mmh. Avec toutes les conséquences dont on pourra parler par la suite. Notamment les renégociations de contrats. Ça va jouer là-dessus, certainement, oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Alors, étant donné le nombre de points à traiter, Oui. si ça vous paraît suffisamment clair sur la superposition des contrats, tout à fait. Alors, pour moi, c'est tout à fait clair. On peut passer au point suivant. Donc, le point suivant, c'est les conventions. Alors, les conventions, juste un mot pour rappeler pourquoi elles existent. Pourquoi y a-t-il besoin de conventions alors qu'il y a des contrats qui, en apparence, sont très complets? Ben, c'est très simple. C'est que pour pouvoir articuler entre les contrats la mise en jeu des garanties des uns et des autres, on s'est rendu compte qu'il fallait des conventions pour savoir qui prenait quoi en charge, afin d'éviter que ça parte en procédure dans tous les sens et que personne ne reconnaisse sa responsabilité. Donc l'avantage de ces conventions, il est considérable. Les conventions déterminent, et ça, retenez ça parce que c'est extrêmement important, les conventions déterminent la prise en charge des sinistres, non pas en fonction des responsabilités, mais en fonction du montant du sinistre. C'est pour ça que la fameuse convention IRSI, qui a remplacé la convention CIDRE à partir de 2018, cette convention IRSI a déterminé un seuil inférieur à 1 600 €, en deçà duquel l'assurance des particuliers, propriétaires ou locataires, prend en charge le sinistre, quelle que soit la responsabilité, et sans exercer de recours. Entre 1 600 et 5 000 €, il y a expertise pour compte commun de la part de plusieurs assureurs, mais pour le coup, chacun va payer les sinistres de son propre sinistré, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'assurance du locataire paiera les dommages au mobilier du locataire. L'assurance du PNO, du copropriétaire non occupant, paiera le parquet et les dorures murales qui étaient d'origine de l'appartement. Et l'assurance de l'immeuble, s'il y a lieu, paiera des compteurs divisionnaires mis en place par la copropriété ou des choses qui relèvent des parties communes. Le tout dans le cadre d'un même sinistre. Et au-delà de 5 000 €, on quitte la convention IRSI et on arrive dans ce qu'on appelle la convention CID-COP. Et cette convention CID-COP règle et met à la charge de l'immeuble les dommages qui excèdent 5 000 € hors taxe. Alors, c'est beaucoup plus complexe que je ne viens de le décrire. Mais si déjà ce principe-là est retenu, ça permettra à beaucoup de conseils syndicaux d'éviter de se demander pourquoi on a payé le parquet de M. Tartampion qui a coûté 8 000 €, alors que c'est M. Tartampion lui-même qui s'est inondé tout seul, que la copropriété n'est pas responsable. Pourquoi on paye? Tout simplement parce que le sinistre a dépassé 5 000 € hors taxe. D'accord. Alors justement, on a une question par rapport à ça. Parce que on a Claude qui nous dit la convention CIDRE est invoquée pour augmenter les primes des copropriétaires en cause de leur sinistralité qui ne concerne que les parties privatives. Alors, les copros ne sont pas partis dans cette convention. Pourquoi leur opposer lorsqu'on demande pourquoi? Alors, c'est pas très clair. La question est vraiment pas bien rédigée. Mais je vous rassure, voilà. On nous l'a déjà posé d'une autre façon et on connaît cette question. On connaît aussi donc cette question, vous l'avez comprise, mais bon, je vais pas la relire parce qu'elle n'est pas bien rédigée. Mais bon, voilà, vous avez compris le sens de la question. Non, ce que cet auditeur souhaite vous dire, c'est qu'il est incompréhensible que des dommages d'origine privative causés donc de manière privative occasionnent finalement un surcoût pour les assurances de copropriété qui n'en sont en rien responsables. Alors, encore une fois, c'est une convention. Il est clair que les copropriétaires, les syndicats de copropriété, ne sont pas signataires de cette convention.
Mais pourquoi est-ce qu'elle est applicable? Eh bien, tout simplement parce qu'elle permet de régler en 2, 3, 4 mois des sinistres qui mettraient 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et des fois plus si ça va en cassation, s'il y avait des litiges pour reconnaître des responsabilités. Le simple fait de ne pas régler sous le régime des responsabilités permet d'accélérer le traitement des sinistres. Pour rebondir sur ce que dit Olivier, il y a une réalité, c'est que effectivement les conventions ne sont pas opposables aux assurés. Donc, en théorie, il serait tout à fait possible de gérer un sinistre hors convention. Il faut juste rappeler que les conventions entre assureurs, elles ont pour objectif de fluidifier la gestion des sinistres. Aujourd'hui, la copropriété, c'est une entité, je dirais presque une et indivisible, où les copropriétaires ont un intérêt commun à ce que dans le cadre d'un sinistre, les choses soient réglées de manière rapide et fluide. Donc, on a eu, je dirais, des schémas de sinistres qui ont pu être gérés en droit commun, avec des délais de gestion qui s'étendent, avec des rapports qui se tendent au sein des copropriétés, avec un syndic qui peut je dirais, avoir des difficultés à organiser les recherches de fuite, qui peut avoir des difficultés à organiser la réparation des causes et les travaux en conséquence. Donc, il faut bien rappeler que même si et effectivement, cette convention est rappelée pourquoi la convention ERCI a remplacé la convention CIDR, c'est qu'elle a relevé des plafonds qui n'étaient plus, je dirais, dans l'heure du temps par rapport à l'évolution du coût de la construction. Et au montant des réclamations. Et au montant des réclamations. Donc aujourd'hui, ces conventions, elles sont quand même dans l'intérêt des copropriétaires parce que on aurait, je dirais, très régulièrement des blocages dans la gestion de ces sinistres si on devait gérer les sinistres en droit commun. Alors, un dernier mot sur ce sujet. Il arrive effectivement que des syndicats s'opposent radicalement à l'application des conventions. Dans ce cas, ils l'écrivent, ils le font savoir, et la convention, puisqu'ils n'en sont pas signataires, ne sera pas appliquée. En revanche, le problème que ça posera, c'est que les assureurs, du coup, se désengageront de l'application de la convention et le dossier retombera en droit commun. Et en droit commun, on reviendra dans les difficultés que vient d'exposer Guillaume, c'est-à-dire traitement des dossiers, traitement plus long des dossiers, possibilité de ne pas trouver d'accord, et donc de partir en procédure. D'où l'intérêt quand même d'appliquer ces conventions, même si les copropriétaires n'en sont pas signataires. Nous recommandons l'application de la convention pour faciliter et fluidifier les sinistres, ce qui rend la vie en copropriété beaucoup plus agréable, même s'il y a à l'arrivée un potentiel surcoût au détriment de l'assurance de la copropriété par rapport aux autres assurances qui vont se délester. Donc là, vous notiez dans le programme, en fait, trois conventions, l'IRCI, la CIPIEC, la CITCOP et la CIPIEC. Alors, la CIPIEC, moi, je ne connaissais pas la CIPIEC, je n'en avais jamais entendu parler. Alors, je l'ai cité plus oui. Non, je l'ai cité pour information et pour mémoire. La CIPIEC est une copie conforme de l'IRCI, mais dans un immeuble où il n'y a que des copropriétaires, il n'y a plus de locataires. Autrement dit, on est dans des rapports uniquement entre propriétaires. Sinon, dans sa déclinaison, elle fonctionne comme la convention IRCI, avec les mêmes plafonds, les mêmes montants et les mêmes obligations. D'accord. Donc, on va pas la redécliner, ça n'a pas d'intérêt dans le cadre de cette présentation. Et effectivement, vous avez raison, elle ne sert que dans 3 ou 4% des cas. Et pour terminer sur la partie convention, il y a une convention qu'on peut rencontrer en copropriété et qu'on n'a pas mis dans le sommaire, qui est la convention vol. La seule chose à retenir, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, dans le cadre notamment de tentatives d'effraction d'un appartement sur une porte palière, comment se fait-il que dans le cadre de cette convention, une porte palière renforcée, blindée, qui est fracturée, sur lequel on a un montant d'indemnisation de 3 ou 4 000 euros, et cette indemnisation est du ressort de la copropriété. Donc cette convention vol prévoit
je dirais au même titre que d'autres conventions, qu'au-dessus de 1 600 € hors taxe, les dommages liés à cette effraction soient pris en charge par l'assurance de la copropriété et non plus par l'assurance de l'occupant. Donc, seule chose à retenir sur cette dernière convention vol, si vous êtes brièvement sur une porte classique, porte palière, bois, avec une fermeture simple, vous êtes en règle générale sur des montants d'indemnisation inférieurs à 1 600 €. Dans ce cas-là, c'est l'assureur de l'occupant. Quand vous êtes au-dessus, cette convention vol vient prendre le relais et fera intervenir l'assurance de la copropriété. D'accord. Alors, est-ce qu'on a intérêt à souscrire à cette convention alors? Ben, en fait, elle fonctionne sur le même régime juridique que les autres conventions, c'est-à-dire que les copropriétaires n'en sont toujours pas signataires, le syndic non plus. L'intérêt de l'appliquer, c'est d'harmoniser les rapports dans la copropriété, tout simplement. Imaginez qu'on refuse l'application de la convention, donc les assurances des propriétaires vont dire, qui eux vont vouloir l'appliquer, la convention, vont dire, ah ben, il y en a pour 1 800 €. L'assureur du particulier va dire, ben moi, au titre de la convention, c'est pas à moi de prendre. L'assureur de l'immeuble va dire, oui, mais le syndicat refuse l'application de la convention, donc c'est quand même à vous de prendre. On s'oriente vers des difficultés. Et pendant ce temps-là, la porte du copropriétaire, compte tenu de l'absence d'indemnisation, ne sera pas réparée. Donc c'est surtout pour faire face à ça que ces conventions existent, pour qu'on obtienne la réparation dans les meilleurs délais. Oui, parce que sinon… Indépendamment des conséquences financières. Oui, et puis là, pour une porte palière, c'est un peu dans l'urgence, quoi. Je veux dire, hein. On peut pas ne pas la réparer dans l'immédiat, quoi. Donc, ne pas oublier aussi que dans un principe de mutualisation, vous allez avoir, sauf quelques intervenants type mutuelle qui sont plus présents sur un marché de particuliers, les gros assureurs que vous pouvez avoir type AXA, Generali, Allianz, les MMA, etc., sont des assureurs qui interviennent aussi bien sur l'assurance copropriété que sur l'assurance de particuliers type multirisque habitation. Donc, il faut être bien conscient que ceux qui ne payent pas d'un côté, ils le payent de l'autre. C'est le principe un peu des vases communicants. Donc, quoi qu'il arrive, il faut se dire que si demain, sur une copropriété, vous décidez, enfin les copropriétaires décident de ne pas faire appliquer une convention, il y aura, quoi qu'il arrive, un impact indirect sur l'assurance des copropriétaires ou des locataires eux-mêmes. Donc voilà, à un moment donné, en fait, il y a quelqu'un qui paye et ça se voit sur la prime d'assurance. Voilà. alors, Gladys, quel est le point suivant? Alors, le point suivant, je crois que c'est toi. Voilà, alors, on va parler maintenant des conditions générales des assureurs. Rappeler un petit peu comment fonctionne un contrat d'assurance, parce que quand on parle de contrat d'assurance, c'est une somme de plusieurs éléments. Vous avez ce qu'on appelle les conditions particulières, qui sont en règle générale les 3-4 feuillets en copropriété qui vont reprendre les spécificités de l'immeuble, sa superficie, son adresse, éventuellement les occupations commerciales ou pas, quelques clauses qui sont spécifiques au contrat, et vous allez avoir les conditions générales. Les conditions générales, c'est je dirais, pour caricaturer un petit peu la chose, le gros pavé que très peu de monde lit et qui va reprendre un certain nombre d'informations. Ces conditions générales, comme son nom l'indique, elles sont générales à l'ensemble des contrats immeubles d'une compagnie d'assurance. Encore une fois, rappelons-le, les conditions générales, elles peuvent être différentes en fonction des compagnies. AXA ne va pas avoir les mêmes conditions générales que peut l'avoir la SADA ou que peut l'avoir Generali. Donc, qu'est-ce que comportent ces conditions générales? Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle le closier des garanties, donc c'est-à-dire, je dirais, un état de l'ensemble des garanties présentes au contrat. Donc, comme on le disait tout à l'heure, les dégâts des eaux et toutes les garanties qui en découlent, la recherche de fuite, les infiltrations, la perte d'eau, etc., etc. Vous allez avoir le bris de glace, le vol, le vandalisme, les catastrophes naturelles. Vous allez avoir tout ce qui est lié
aux dommages déménagement, vous allez avoir la responsabilité civile, voilà, tout un tas de garanties qui sont listées avec un tableau de garantie qui vient résumer le montant octroyé par l'assureur en cas de sinistre. Ça, c'est le premier sujet. Vous allez avoir également dans ces conditions générales ce qu'on appelle un rappel du Code des assurances, donc qui va reprendre un certain nombre de sujets liés notamment, par exemple, à la prescription en assurance en cas de sinistre, par exemple, la fameuse prescription biennale dans le cadre d'un sinistre. Ces conditions générales vont reprendre également tout ce qui est lié au préavis de résiliation contractuelle du contrat. Ça va reprendre également tout un tas de sujets liés au Code des assurances et liés aux droits des assurés. Donc voilà sur les conditions générales, ce que ça comporte. Donc voilà sur le sujet des conditions générales. Le deuxième sujet donc lié à ces contrats, ça va être les intercalaires des intermédiaires. Donc, comme je l'expliquais, un contrat d'assurance, il est composé donc des conditions particulières, des conditions générales et d'un volet qu'on appelle l'intercalaire qui compile ni plus ni moins que des garanties étendues qui ne sont pas forcément octroyées par les conditions générales ou tout du moins qui sont octroyées de manière plus minime par les conditions générales. Cet intercalaire, il n'est pas commun à l'ensemble des intermédiaires. Cet intercalaire, il est souvent, je dirais, octroyé par des intermédiaires spécialisés sur les risques liés à la copropriété, par un courtier ou par un agent général dont les habitudes de souscription sont extrêmement liées à la copropriété, comme c'est le cas d'Odéalim. Dans ces intercalaires, vous allez avoir tout un tas de garanties, par exemple, que vous ne trouvez pas dans les conditions générales. Ça peut être, par exemple, les infiltrations par toiture ou façade. Ça peut être également, par exemple, des frais de gardiennage qui vont être utiles en cas de sinistre important, qui vont vous permettre de faire appel à une société de gardiennage pour sécuriser le site. Ça va être également des extensions de garantie sur de la recherche de fuite. Typiquement, par exemple, les conditions générales d'une compagnie vont octroyer une garantie de 30 fois l'indice de la Fédération française du bâtiment, quand l'intercalaire d'un courtier va octroyer une garantie 10 fois, 15 fois ou 20 fois supérieure à ce plafond. Et vous allez avoir également des garanties, par exemple, des extensions de garantie comme la perte de loyer en cas de sinistre qui va passer de 2 à 3 ans. Alors, Guillaume, si je comprends bien, c'est le courtier en assurance qui va négocier avec la compagnie d'assurance pour obtenir des avantages supplémentaires à ce qui était prévu au départ dans les clauses générales du contrat. Absolument. Alors, juste une petite précision là-dessus. Les intercalaires, par définition, sont assez lourds et difficiles à négocier avec les assureurs. Et une fois qu'il est négocié, on ne le rechange pas au bout de 6 mois. Alors, il arrive que les intercalaires, parce que chaque compagnie négocie avec nous un intercalaire qui n'est pas le même. Les compagnies n'ont pas toutes les mêmes craintes, les mêmes souhaits, les mêmes volontés d'expansion ou au contraire de restriction. Donc, il arrive qu'une même garantie soit négociée très différemment en intercalaire suivant notre interlocuteur compagnie. C'est ce qui fait à la fois le charme et la difficulté du métier. Lorsqu'un copropriétaire ou une copropriété souhaite obtenir une garantie qui est jugée insuffisante à la fois sur l'intercalaire et sur les conditions générales, il faut savoir qu'on ne pourra pas modifier l'intercalaire. Par contre, ce qu'on pourra faire à titre exceptionnel, c'est donner cette garantie négociée spécifiquement en conditions particulières de cet immeuble et uniquement de celui-là, puisqu'il en avait formulé la demande. Alors, ça sera ou gratuit ou pas gratuit, mais
la demande pourra être acceptée si elle est négociée avec la compagnie. Alors, pour vous donner quand même une information très importante sur le fonctionnement des garanties, l'intercalaire, quand il est accepté par la compagnie, prime sur les conditions générales. C'est très important de le savoir. C'est-à-dire que s'il y a une contradiction dans le texte entre les conditions générales de la compagnie et celles de l'intercalaire, c'est celles de l'intercalaire qui prévaudront. Après, s'il y a une contradiction entre l'intercalaire et les conditions particulières, c'est les conditions particulières qui s'appliqueront et qui prévaudront sur l'intercalaire. Parce que les conditions particulières auront été fabriquées spécifiquement pour cet immeuble, contrairement à l'intercalaire qui est généraliste. Et du coup, pour aller dans la continuité d'Olivier, c'est vrai que la philosophie même de l'intercalaire, c'est finalement qu'on puisse répondre je dirais, à la quasi-totalité des sinistres et des besoins que vous pouvez avoir en copropriété. Je vous donne un exemple tout bête. On sait que depuis quelques années, on a un sujet qui est de plus en plus récurrent relatif à l'installation des bornes électriques en copropriété. C'est vrai que c'était un sujet qui n'était pas du tout traité par les compagnies d'assurance jusque-là. On travaille au quotidien pour, je dirais, enchérir et je dirais étoffer un peu nos intercalaires de manière à ce qu'elles répondent aux actualités de la copropriété, des sujets qu'on n'avait pas il y a encore 3, 4, 5 ans. C'est pour ça que ces intercalaires, même si on les revoit pas, je dirais, de manière annuelle et régulière, on fait un tour de table avec nos partenaires assureurs de manière, je dirais, assez récurrente pour que, en cas de modification importante de la législation, l'intercalaire réponde au maximum aux besoins des copropriétaires et des copropriétés. Justement, on avait une question à ce propos. On nous demandait s'il fallait déclarer les prises de recharge électrique dans les parkings. Alors, déjà, dans un premier temps, sur la déclaration sur le prises électriques et les bornes électriques, il faut différencier ce qui ressort de l'installation immeuble commune, votée en assemblée générale et, je dirais, prise commune à l'ensemble des copropriétaires, de ce qui ressort d'installations individuelles. Effectivement, si les installations sont collectives, l'assurance de la copropriété et notre intercalaire prendra en charge d'éventuelles conséquences de défauts sur ces bornes. Tout ce qui ressort de l'installation, je dirais, privatif, il incombe au copropriétaire ou au locataire de déclarer à son assureur l'installation de cette fameuse borne qui prendra lui-même des dispositions quant à une éventuelle surprime ou pas. Mais en copropriété, aujourd'hui, on incite effectivement les syndics à nous déclarer d'éventuelles installations de bandes collectives. Après, voilà, on a pris le pli et le pas de cette, je dirais, de cette nouvelle coutume dans les copropriétés, et c'est une garantie qui est acquise dans nos intercalaires. Alors, un mot de précision également là-dessus. Il se trouve que les compagnies sont totalement débordées par ce phénomène et la plupart des conditions générales des compagnies n'en tiennent pas encore compte. Et il est évident que le nombre d'installations en France sur ce type de dispositif est tel que de toute façon, les contrats d'assurance n'ont pas suivi. Alors, concrètement, comment ça fonctionne ? Il est évident que si un incendie survient, l'incendie étant une garantie de dommages sera pris en charge. Après, la compagnie, comme toujours, cherchera à savoir s'il y a une responsabilité et laquelle. Et là, on verra si l'installation telle qu'elle avait été faite au départ était conforme ou pas conforme au DTU. Si elle était conforme, c'est un incendie pur et simple, il n'y aura pas de recours. Si ça n'était pas conforme, il y aura un recours soit contre le concepteur, soit contre l'installateur. Ça paraît tout à fait logique. Oui, oui. Alors, je pense qu'il n'y a pas de question particulière là-dessus. Donc, je ne sais pas si vous en avez terminé avec les intercalaires ou pas.
Alors, c'est un sujet inépuisable, mais je vous propose d'avancer Oui, parce qu'en fait, voilà, parce que c'est vrai que oui. les deux derniers points sont en fait les plus intéressants. Alors, on va continuer. Donc là, on en est sur les garanties, garanties indispensables imposées par Alors la loi, oui, c'est ça? alors ça c'est un point qui peut aller extrêmement vite, les garanties indispensables. Oui. Bah, ce sont celles, bon, c'est évidemment l'incendie, parce que juste un petit mot de statistique sur la survenance des événements. Un incendie, c'est 5% des événements qui surviennent en matière de sinistre, et c'est 50% du montant du coût des sinistres. 5% du nombre de survenances pour 50% du montant. Inversement, le dégât des eaux, c'est 75% des sinistres qui coûtent 25% ou 30% maximum du coût total des sinistres. Donc, vous voyez tout de suite la proportion. Quelles sont les garanties importantes? La garantie numéro 1, c'est la garantie incendie en matière de dommages. Et la deuxième garantie la plus importante, ce n'est pas forcément celle à laquelle on pense, c'est la garantie responsabilité civile. Les sinistres responsabilité civile sont assez rares. Par contre, ce sont ceux qui, potentiellement, peuvent engager les plus gros montants. Et ce n'est pas pour rien que dans les conditions générales et même dans les intercalaires, vous trouvez des plafonds de garantie responsabilité civile à 8 ou 9 millions d'euros. Là où vous aurez des garanties bris de glace qui plafonneront à 60 000, des garanties vol à 100 000, des garanties recharge de fuite à 120 000, etc., etc. La responsabilité civile est quelque chose de très important, même si ce sont des sinistres rares. Alors, ce qu'on entendait aussi par garantie indispensable, c'est celles qui, au fur et à mesure des années, sont devenues récurrentes et ont fait l'objet d'obligations légales. On pensait avant tout aux catastrophes naturelles qui, et on s'en rend compte avec les dérèglements climatiques, impactent de plus en plus les contrats multirisques immeubles. Et la mauvaise nouvelle pour l'ensemble des assurés, c'est qu'il est prévu que la taxe catastrophe naturelle qui est incluse dans chaque contrat passe de 4 € pour les particuliers à 12 €, mais surtout de 8% dans les contrats multirisques à 12%. Sur l'ensemble des contrats multirisques du territoire, ça va être une manne considérable, mais rendue nécessaire par le volume des sinistres catastrophes naturelles qui surviennent en France. On en était pour l'année 2023. Alors, Olivier, à quelle échéance cette augmentation? 1er janvier 2025. 1er janvier 2025. En fait, pour expliquer le pourquoi du comment, aujourd'hui, que ce soit les catastrophes naturelles ou les attentats, il y a, suite à des événements majeurs dans ces 30 dernières années, l'État a décidé de constituer des fonds, un fonds catastrophe naturelle et un fonds attentat, qui font l'objet de taxation. Et ces fonds ont vocation, je dirais, à accompagner les assureurs dans l'indemnisation en cas de catastrophe naturelle ou en cas d'attentat. Ces fonds sont abondés par cette fameuse taxation. Et je dirais les récents événements qu'on a pu voir en France ont fait que ces fonds qui étaient abondés de manière correcte il y a encore 15-20 ans, aujourd'hui s'épuisent de plus en plus. Donc la part que les assureurs indemnisaient dans le cadre de ces événements, elle est de plus en plus importante. C'est pour ça que le législateur aujourd'hui je dirais, a un peu tapé du poing sur la table en disant que à ce rythme-là, ces fonds seront épuisés et n'auront plus, je dirais, l'utilité qu'ils avaient il y a quelques années. C'est pour ça que l'objectif, c'est de pouvoir, je dirais, réalimenter ces fonds de manière durable et permettre de continuer à accompagner les assureurs dans le cadre d'événements majeurs. Alors, sur un petit point également sur le fond des attentats, parce que autant on comprend facilement pourquoi le fonds d'indemnisation des catastrophes naturelles doit être réalimenté, parce qu'il est fait état quotidiennement des événements qui surviennent un peu partout en France, que ce soit dû à la sécheresse, aux inondations, aux tempêtes ou autres, coulées de boue. Sur les attentats, ça paraît moins évident. Et pourtant, il faut bien qu'on se rende compte que même s'il n'y a pas souvent de matérialisation d'attentats en France, il y a énormément d'attentats
déjoué. On entend souvent dire que pratiquement tous les jours, un attentat a été déjoué. Or, pour déjouer un attentat, il faut de la surveillance. Pour déjouer et cette surveillance, pour l'alimenter, il faut des fonds. Et c'est précisément l'un des rôles de ce fonds. C'est pas tellement de payer les conséquences directes d'un attentat, c'est aussi de faire en sorte qu'il ne survienne pas. Oui, mais ça coûte beaucoup d'argent. Ce qui est étonnant, c'est que ça soit les copropriétaires sur le marché privé qui soient sollicités, parce qu'en fait, les attentats, c'est souvent en voie publique, pas forcément dans… Ce ne sont pas que les copropriétaires, hein, c'est l'ensemble des… Il faut plutôt retenir la notion d'assuré que de copropriétaire. Tous les assurés, c'est-à-dire les entreprises… les locataires aussi. Les locataires, les industriels, les agriculteurs, tout le monde cotise. Et puis même si on doit faire un rapport, regardez les attentats qu'on a pu vivre ces dernières années en France. Il y a eu quand même un impact direct sur l'immobilier. Quand vous devez aller chercher un terroriste dans un immeuble, on voit que ça ne se fait pas, je dirais, de manière délicate. Il y a des personnes à indemniser, des victimes qui subissent ce genre de préjudice. Donc effectivement, ce fonds, il n'a pas vocation à intervenir que sur la partie mobilière des choses. Bien. Je comprends tout à fait. Et alors là, ce qui m'a étonné un peu, c'est que vous parliez des risques technologiques, parce qu'on n'en parlait pas avant des risques. Alors, en quoi ça consiste exactement ? Les risques technologiques, je vais vous donner un exemple tout bête qui va peut-être vous parler. Il y a quelques années, on a eu une catastrophe majeure en France qui s'appelait la catastrophe d'AZF. Je ne sais pas si ça vous parle et si vous en souvenez. C'était une usine Total, grande paroisse, qui a subi une explosion. Et donc, ces risques technologiques, ça comporte notamment les conséquences que vous pouvez avoir de ce type d'explosion ou de ce type d'événement. On sait qu'en France, on a quand même un certain nombre d'usines, de centrales, etc., qui peuvent générer des dommages. Et on pense également à l'ensemble des technologies modernes qui ne sont pas encore suffisamment développées, mais qui vont se développer. Par exemple, des usines de confection de composants électroniques qui étaient jusqu'à présent une spécificité asiatique et dont des usines commencent à s'implanter en France. Pareil pour les usines de fabrication de batteries à grande échelle. On s'est rendu compte qu'en France, on n'était pas capable de fabriquer suffisamment de batteries. On commence à fabriquer des batteries avec des métaux lourds, des technologies modernes. Et ces risques-là, aujourd'hui, tels qu'ils sont, ne sont pas assurés et pas appréhendés. Donc, on va rendre obligatoire les garanties de risques technologiques. D'accord. Donc ça, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Mais ça, c'est prévu, mais ça… C'est prévu, mais ça ne recouvre pas encore une grande réalité. Par contre, aujourd'hui, dans une prime d'assurance, les risques technologiques, c'est minime. Ce n'est pas 1% de la prime. Et pour une raison très simple, c'est que comme on n'a pas de statistiques sur la survenance des risques technologiques, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de tarification appropriée. D'accord. Mais par contre, on est obligé d'en tenir compte. Donc là, on va en arriver à notre partie principale, quelque part. La partie principale, le choix de l'assureur. C'est ce que tout le monde attendait. Vous êtes malin, vous avez gardé le meilleur pour la fin, je vois. Mais on s'est dit qu'il fallait quand même maintenir un minimum d'attention de tout le monde. Tout à fait, c'est ça. Bon, alors le choix de l'assureur, là, il y a toujours des questions, ça c'est clair. Que, oui, bon, alors si vous avez des questions, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors, on va vous parler effectivement un petit peu du choix de l'assureur, donc parce que c'est une question qui nous revient régulièrement. Alors déjà, rappelez que nous, en tant que courtier, on travaille avec plus de 25 compagnies d'assurance, donc avec les principales du marché et d'autres compagnies avec lesquelles on a des accords particuliers. Et on nous pose la question, pourquoi plus AXA que Generali? Pourquoi plus Generali que SADA? Pourquoi plus SADA que MMA?
Aujourd'hui, il y a une réalité. Chaque compagnie d'assurance a sa politique propre de souscription. Certaines compagnies vont préférer les petits immeubles quand d'autres vont préférer les gros immeubles. Certaines compagnies vont préférer des immeubles anciens, d'autres des immeubles nouveaux. Certaines compagnies vont refuser les risques qui sont inondables. Donc aujourd'hui, en fait, nous, en tant que courtier, on a la connaissance des politiques de souscription de l'ensemble des assureurs et on va sélectionner en fonction des desiderata des uns et des autres, quelles sont les compagnies les plus appropriées. On nous pose également souvent la question, pourquoi vous interrogez pas tout le marché? Justement, on n'interroge pas tout le marché parce que notre devoir de conseil et notre savoir-faire fait qu'on sait qui va être le mieux placé sur une typologie de risque, qui va accepter d'assurer ou non une copropriété et surtout qui va être à même de bien assurer une copropriété. De manière compétitive. Voilà, donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, on parlait des exclusions. Effectivement, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de compagnies qui, pour X ou Y motif, ne s'intéressent pas à une typologie de risque. On sait, par exemple, qu'à Paris, vous avez, à Paris en Île-de-France, vous avez des immeubles, des copropriétés qui sont situés ce qu'on appelle historiquement en zone prioritaire, en zone urbaine sensible, donc des quartiers prioritaires de la ville. Certains assureurs vont refuser d'assurer toute partie d'une rue, d'un quartier. D'autres assureurs vont nous dire les zones inondables, quand vous êtes proche de la Seine, nous, on n'en veut pas. Donc, les assureurs, je dirais, en fonction de leur politique technique, vont nous imposer ou pas la souscription d'une assurance en fonction des copropriétés. Donc, c'est pour ça que certains assureurs vont émettre des exclusions sur un certain nombre de garanties. Donc, notre savoir-faire, c'est justement de pouvoir sélectionner les meilleurs assureurs en fonction des lieux où se situent les copropriétés, si elles sont sinistrées ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on peut arriver sur certaines copropriétés, je dirais, qui cumulent malheureusement un peu toutes les tares d'être dans des quartiers prioritaires, d'être sinistrés et d'avoir, par exemple, une majorité de locataires plutôt que de copropriétaires, d'avoir, là où on avait 7, 8, 10 compagnies qui pouvaient s'y intéresser, finalement, depuis en avoir que 2 ou 3. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être de plus en plus d'immeubles en copropriété qui rencontrent des difficultés aujourd'hui à se faire assurer du fait du trop grand nombre de sinistres, peut-être de la population qui et du turnover parce qu'il y a trop de locataires dans les immeubles, peut-être de la situation aussi, si c'est dans des quartiers un peu difficiles ou je sais pas. Est-ce que ça joue? Enfin, je imagine que ce sont des critères quand même qui interviennent. Alors, il y a quand même 2 critères essentiels qui permettent de tarifer un immeuble en copropriété sur le marché. Ces 2 critères essentiels sont la superficie et le rapport sinistre à prime. Une fois qu'on a donné ces 2 critères, tous les autres critères, parce qu'il y en a d'autres, notamment les exclusions dont Guillaume parlait, sont des critères annexes. Mais une fois qu'on a un rapport sinistre à prime et une superficie, on a déjà une première idée de ce que doit être le prix d'un immeuble. Et si, une fois qu'on a fait ce calcul, on sait à peu près comment il doit être placé, on saisit directement les bonnes compagnies dont on sait qu'elles vont nous donner les tarifs les plus appropriés et les mieux placés sur le marché. Lorsqu'on sait qu'une compagnie ne va pas être compétitive, parce qu'il arrive qu'on nous dise « Pourquoi vous n'avez pas pris Generali ?» ou « Pourquoi vous n'avez pas pris MMA ?» On répond tout simplement parce que MMA, de ce que l'on sait, ne sera pas compétitif sur ce dossier. Et il ne faut pas oublier non plus, et c'est vrai que les gens ne se rendent pas toujours compte, c'est que l'assurance copropriété, c'est une assurance dite de fréquence. Pour faire simple, quand vous avez, par exemple, quand vous êtes assuré en auto, sauf à être mauvais conducteur ou de ne pas avoir de chance, dans une carrière, entre guillemets, d'automobiliste, vous allez avoir peut-être 1, 2, 3 sinistres
et encore, vous avez certains conducteurs qui ne subissent jamais de sinistre de leur vie. En copropriété, il est malheureusement pas rare que dans la vie d'un immeuble, vous ayez, je dirais, de manière assez fréquente des sinistres de petite ou moyenne importance. Mais aujourd'hui, la sinistralité d'un immeuble étant due à la fois parfois à un vieillissement de l'immeuble, parfois à des causes extérieures, type vandalisme ou autre, je dirais, la chance de subir un sinistre ou d'en générer un est quand même relativement important en copropriété. C'est pour ça que sur le marché de l'assurance, vous avez historiquement des assureurs qui rentrent, qui sortent. C'est un marché qui est quand même assez fluctuant. Vous avez quelques acteurs majeurs comme AXA, par exemple, dont on parlait, qui est un assureur qui est assez régulier sur le marché. Mais on a vu aussi des assureurs qui ont fait des entrées et qui sont sortis quasiment aussi vite qu'ils ne sont entrés, parce que c'est un marché qui est difficile à maîtriser, sur lesquels on a quand même un petit peu de fréquence de sinistres, et c'est pour ça que nous, au cabinet, on est très attentifs aux partenaires avec lesquels on travaille, à la maîtrise du risque, de manière à ce qu'on puisse continuer dans le temps à pouvoir assurer correctement nos clients syndics et copropriétaires, et surtout de pouvoir les accompagner sur des risques dits exceptionnels, des gros dégâts des eaux, des incendies, parce que finalement, c'est là où on compte le plus sur nous. Alors, ça nous permet d'arriver au tarif, et là, je pense que c'est peut-être ce qui va intéresser, c'est le sommet, ce qui va intéresser vraiment les gens. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à un tarif ou pas? Alors déjà, il y a deux façons de procéder. On peut laisser dans un appel d'offres les compagnies choisir elles-mêmes un tarif, compiler ces tarifs et dire voilà le plus compétitif. Mais si on a fait ça, est-ce qu'on a fait notre travail? Je vous réponds non. Notre travail, c'est pas ça. Notre travail, c'est d'influer sur ce que peuvent accepter les compagnies et d'essayer de tirer les prix le plus possible vers le bas. Et pour ça, comment faut-il faire? Eh bien, on fait le rapport sinistre à prime. On prend la statistique sinistre des 3 dernières années, on regarde quelles étaient les primes des 3 dernières années, on les met en rapport et on regarde quel est le ratio qui en résulte. Il faut savoir que les compagnies considèrent qu'un risque est bon quand le rapport sinistre à prime ne dépasse pas 35%. Ça veut dire que sur 100 € de prime hors taxe, elle ne doit pas payer plus de 35 € de sinistre. Elle appelle ça s'appelle un bon risque. Bon. Donc, concrètement, nous, on essaye toujours, puisqu'on sait très bien que pour qu'une compagnie équilibre, quand elle dit 35%, ça veut dire qu'elle veut avoir une marge de sécurité. Donc, ça veut dire qu'en réalité, elle pourrait payer plus tout en étant à l'équilibre. Et ça, une fois qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait, nous? On essaye de tirer le rapport sinistre à prime jusqu'à 50%. Autrement dit, la compagnie doit pouvoir dépenser 50 si elle a encaissé 100 € de prime. Une fois qu'on sait ça, on va, nous, déterminer le rapport sinistre à prime et demander nous-mêmes à être force de proposition auprès d'une compagnie, auprès de toutes les compagnies qu'on va solliciter, pour leur dire, voilà ce qu'on aimerait avoir. Et c'est la compagnie qui va nous accorder ça qui aura remporté le rapport, qui aura remporté l'appel d'offres, parce qu'elle aura répondu aux critères qu'on lui a proposés, et non pas uniquement proposer les siens, qui risquent de ne pas être compétitifs. La question qu'on nous pose aussi régulièrement, souvent de copropriétaires qui sont multipropriétaires, qui peuvent avoir des comparaisons, des comparaisons dans d'autres immeubles dans lesquels ils sont copropriétaires. On nous dit souvent, la question qui revient assez régulièrement, c'est comment se fait-il que dans mon immeuble 5 rue de Saussure, je paye une prime de tant d'euros qui correspond à 1,50 € du mètre carré, quand dans ma copropriété 27 avenue du Bois, je paye une prime d'assurance qui est à 2,50 € ou 3 € du mètre carré. On incite toujours les copropriétaires et les syndics à ne pas forcément toujours faire de comparaison, parce qu'il n'y a pas de règle universelle sur un prix au mètre carré en copropriété. Contrairement à une assurance dommage-ouvrage, par exemple, vous allez avoir une prime forfaitaire ou un pourcentage en fonction d'une tranche de travaux. En copropriété, il y a tellement, je dirais, de paramètres qui rentrent en compte dans la tarification d'un immeuble.
on parlait de la situation géographique, on parlait des occupations. Typiquement, un assureur qui se rend compte que dans un immeuble, il y a plus de locataires que de copropriétaires, va être plus sensible à la tarification. Ça peut être également donc la sinistralité, mais ça, je dirais, c'est de manière assez commune. Ça peut être aussi le standing de l'immeuble. Typiquement, un immeuble haussmannien, vous savez pertinemment qu'en cas de sinistre, la chance de régler des sinistres d'importance est quand même, je dirais, plus important que sur un immeuble années 70 où la construction est un peu plus moderne. Vous pouvez avoir également la géolocalisation, vous pouvez avoir voilà, tout un tas de facteurs qui sont extrêmement divers et sur lesquels on est, nous, au cabinet et de manière générale, incapable de vous dire que parce que vous payez 1,50 € du mètre carré sur tel immeuble, vous allez payer forcément 1,50 € du mètre carré sur un autre immeuble. Donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, et c'est notre savoir-faire, de pouvoir faire du sur-mesure dans chaque immeuble en fonction d'une situation pour répondre au mieux à ce que les copropriétaires attendent, c'est-à-dire un prix juste et des garanties de bonne facture. Alors, à ce stade… J'ai juste lancé un petit sondage. Je voulais juste, voilà, pour ceux qui veulent répondre, vous êtes les bienvenus. J'ai juste demandé à ceux qui participent ce soir, si ils sont globalement satisfaits des assurances de leur immeuble. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui ont répondu, mais on est à 50-50. Donc, voilà, ça va pas beaucoup nous aider. Voilà, donc 50% qui disent être satisfaits, 50% qui disent ne pas l'être. Mais on n'est pas rentré dans les détails. C'était juste un petit sondage comme ça, général. En ce qui concerne le clan des insatisfaits, ce n'est pas une surprise pour nous. L'assurance est considérée comme un mal nécessaire. Et l'assurance n'étant ni le Père Noël ni la sécurité sociale a nécessairement mauvaise presse. Mais ça, on est tout à fait habitué, on le comprend. L'assurance ne fait pas que des heureux, elle est là pour réparer un préjudice et n'est jamais une source d'enrichissement, jamais. Alors, donc, on est passé à 57% de oui, hein, attention, ça augmente, attention. C'est magnifique. J'actualise. Je voulais revenir sur quelque chose qui n'a pas été dit jusqu'à présent sur les tarifs. Parce qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi 3 compagnies consultées sur le même immeuble, qui a donc les mêmes caractéristiques, le même rapport sinistre à prime, pourquoi ces compagnies vont avoir des tarifications différentes? Ben, c'est très simple, c'est que ces compagnies ont déjà un existant, elles ont déjà un stock d'immeubles, elles ont déjà une tarification moyenne globale. Que fait une compagnie pour évaluer le coût global de son portefeuille? Elle divise le volume total de ses primes, déjà par le nombre d'immeubles et par le nombre de mètres carrés assurés, ce qui lui donne un taux moyen de son portefeuille au mètre carré. Donc, quand elle va prendre un nouvel immeuble, elle va essayer de voir si elle est dans son taux moyen, si elle n'y est pas du tout. Il est certain qu'une compagnie qui perd d'argent, aura tendance à être plus chère pour prendre un nouvel immeuble qu'une compagnie qui est au contraire très bénéficiaire ou qui se place en position d'attaque sur le marché. Alors aujourd'hui, en position d'attaque, il n'y a pas grand monde. Hein. Mais bon, en attendant… Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on incite les gens à être vigilants, et c'est pour ça que nous, dans la sélection de nos partenaires, on est assez vigilants là-dessus, parce que les compagnies d'assurance sont des sociétés privées qui cherchent, comme toute société privée, à prendre des parts de marché, et comme tout produit, l'assurance multirisque immeuble peut donner lieu à l'arrivée de nouveaux acteurs qui cherchent à prendre rapidement des parts de marché, et la prise rapide de parts de marché passe notamment par un phénomène, ce qu'on appelle de cost killer, c'est-à-dire de réduction des prix. Donc, on l'a vu, nous, on le voit de manière récurrente. Vous avez de temps en temps des acteurs qui arrivent sur le marché, des compagnies d'assurance, des mutuelles, qui ne faisaient pas du tout de multirisque immeuble jusque-là, et qui, du jour au lendemain, se disent, bah tiens, ça a l'air d'être intéressant, on va faire un peu de multirisque immeuble. Ces nouveaux acteurs arrivent souvent sur le marché avec des primes un peu plus basses que le marché, donc ça attire souvent les copropriétaires et les syndics sur ces nouveaux acteurs. Sauf qu'à un moment donné, ils sont rattrapés par la réalité 3, 4, 5 ans plus tard, quand ils font le bilan de ce qu'ils ont payé en termes de sinistres et de ce qu'ils ont récolté en termes de primes. Donc c'est pour ça que
on peut avoir parfois la tentation, mais c'est comme sur n'importe quel produit, de vouloir payer moins cher une assurance, mais soyez vigilants sur ces nouveaux acteurs. Parfois, vaut mieux payer un peu plus cher, être bien assuré et pas se faire abandonner par sa compagnie d'assurance au bout de 2 ans, plutôt que de vouloir absolument gratter un petit peu et se retrouver le bec dans l'eau. Alors, il existe également des interférences auxquelles on ne pense pas systématiquement et qui influent directement sur le prix des assurances immobilières. Une compagnie d'assurance, c'est un ensemble de risques assurés. Quand vous avez des délocalisations d'entreprises, une perte d'activité industrielle, qu'est-ce qui se passe? Pour une compagnie d'assurance, ça représente des assurances santé, maladie, des assurances risque accident en moins, des collectives en moins. Ça représente également des délocalisations, donc une perte de chiffre d'affaires. Cette perte de chiffre d'affaires fait que la compagnie, pour compenser, doit s'intéresser à des domaines ou renforcer les domaines où elle est déjà présente, mais peut-être pas suffisamment pour récupérer du chiffre d'affaires qu'elle a perdu par ailleurs. C'est comme ça qu'on a vu à l'époque de la désindustrialisation dans les années 90, 2000, 2010, les compagnies ont eu besoin de réassurer des immeubles alors qu'elles avaient eu tendance à se dégager du marché de l'immobilier, mais comme elles ont perdu trop par ailleurs, il a fallu qu'elles y reviennent. Et donc ça a des conséquences indirectes sur le marché de l'immobilier. Pareil pour l'assurance vie. Là, depuis 4-5 ans, qu'est-ce qu'on voit en assurance vie? Un désengagement progressif des assurés, tout simplement parce que la rémunération des contrats d'assurance vie n'est plus ce qu'elle était. Donc cet argent qui est parti ailleurs, les compagnies doivent le récupérer d'une manière ou d'une autre. Et ça peut influer favorablement sur le marché de l'immobilier, où les compagnies se disent, bah, écoutez, puisqu'on perd de l'argent par ailleurs et qu'on n'a plus notre chiffre d'affaires, on va compenser en prenant des risques immobiliers de manière un peu plus favorable pour récupérer une partie de chiffre d'affaires. Et ça, on n'y pense pas forcément. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de compagnies d'assurance qui sont aujourd'hui sur le marché de l'immobilier et donc il y a peut-être plus de marge de négociation possible? Oui, alors en théorie, oui. Maintenant, en pratique, il y a beaucoup d'hypocrisie sur le sujet. Ça fait 50 ans qu'on entend dire de manière très récurrente que le risque immobilier est mauvais, ne dégage pas de bénéfices, ne rapporte pas d'argent. On l'a toujours entendu dire. Moi, depuis 40 ans, j'entends dire ça, et de manière récurrente. J'ai jamais entendu une seule fois un son de cloche contraire. En revanche, j'ai pu quand même remarquer l'évolution des prix depuis 40 ans, et je peux vous dire que le coût des assurances immobilières a augmenté de beaucoup, beaucoup plus que l'inflation correspondante des 40 dernières années. Donc, dire aujourd'hui que les assureurs immeubles sont malheureux, certainement pas. Par contre, ils ont des politiques de plus en plus restrictives pour conserver leurs marges. Et c'est ce qui rend aujourd'hui le marché difficile. Une dernière chose qui rend le marché difficile, vous avez certainement remarqué qu'il y a de nombreuses années, vous aviez 20, 30, 40 compagnies. Aujourd'hui, à force de se racheter les unes les autres, il n'en reste plus que 8 ou 9 qui comptent. Il y en a plus que ça, mais des compagnies solides, financièrement solvables et en qui on peut avoir confiance, il n'y en a plus que 8 ou 9. Et ces 8 ou 9 ont d'autant plus de facilité à maintenir des prix élevés qu'il leur est moins difficile de s'entendre que quand elles étaient 40. Oui, oui, d'accord. Donc c'est un peu partout pareil, hein. C'est la concentration. Concentration. Et ça a beaucoup joué. Oui. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, mais il n'y a pas de monopole des prix quand même, hein. Voilà. Non, il n'y a aucun monopole. Il y a des compagnies qui réagissent mieux que d'autres. Aujourd'hui, même si une compagnie, pour moi, sort du lot dans le marché immobilier, c'est la compagnie AXA. Pourquoi? Bon, déjà, elle a une part de marché majoritaire, mais aussi, c'est la seule compagnie, je dis bien la seule, qui a la courtoisie, lorsque les résultats sont mauvais, de proposer une solution alternative sans résilier de manière basique le contrat correspondant. Et c'est la seule qui fait ça. Les autres compagnies, qui ont toutes des services de surveillance de portefeuille, résilient à tour de bras en se disant bon, bah, de toute façon, ce risque-là, on n'en veut plus, on le dégage, quelqu'un d'autre le prendra. Et généralement, quand on est viré par une compagnie d'assurance, c'est vrai que c'est toujours difficile de retrouver des bonnes conditions. AXA a le mérite
Alors, c'est pas une publicité que je suis en train de faire, hein. C'est juste un constat que je fais sur le marché. Aujourd'hui, AXA n'est pas le moins cher, n'est pas la compagnie la moins chère, mais c'est la compagnie qui finalement propose le plus de solutions. Bah, ils sont connus pour les assurances, pour leurs mutuelles, pour pas mal de choses, hein. Donc, ils couvrent un marché très, très, très large. Si vous vous rappelez, aujourd'hui, AXA a repris le rôle que détenait autrefois l'UAP. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai, là, vous parliez Compagnie nationalisée. de copropriétés qui peuvent voir leur contrat résilié. Dans ces cas-là, alors, donc vous vous occupez de cet immeuble, donc vous êtes averti un petit peu en amont, j'imagine, donc vous prenez les devants, c'est ça, La hein? compagnie, généralement, utilise un préavis de 2 mois qui est le minimum pour pouvoir résilier. Et généralement, elle résilie avec 2 mois et 1 jour pour pouvoir être dans les délais et les respecter. Donc, 2 mois avant le terme de la résiliation, on est prévenu. On a Oui, 2 parce mois que pour remplacer. vous avez 2 mois pour remplacer parce qu'il ne faut pas laisser l'immeuble sans assurance. Alors, il est rarissime, pour ne pas dire ça n'arrive jamais, qu'on ne trouve pas d'assurance. Maintenant, dans les cas les plus sévères, il existe un organisme, le Bureau central de tarification, qui dépend du ministère des Finances, auquel on peut faire appel pour trouver une solution minimaliste d'assurance. Et cet organisme oblige un assureur à prendre le risque. Mais alors à des conditions de tarifs sur lesquelles cet organisme n'intervient pas, et généralement pour une garantie minimum de responsabilité civile, et quelquefois même pas d'incendie. Donc, quand on en arrive à ce stade, c'est du provisoire, mais surtout, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire de manière urgente dans cette copropriété qui, en l'état, ne trouve pas d'assureur. En tout cas, pas d'assureur volontaire. Très bien. Eh ben, je crois qu'on est arrivé à la fin de notre webinaire. 18h25, je crois qu'on n'a pas vu vraiment le temps passer. C'était passionnant, comme d'habitude. On vous écoute, on boit vos paroles. Et c'est pourtant pas la première fois qu'on parle d'assurance, mais on a toujours l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, fantastique. Si vous voulez nous inviter, sachez que chacun des sujets évoqués n'a pas été approfondi. Oui, ça j'imagine. Mais on pourra revenir peut-être sur certains points, mais bon, voilà. Et on peut pas, c'est vrai qu'en 1h30, on peut pas tout faire, hein. Mais bon, je pense qu'il y aura effectivement encore beaucoup de choses Non, mais je pense qu'il était utile quand même de voir différents points, quitte à ne pas les approfondir, mais qui permettent quand même de cerner à peu près l'ensemble du sujet. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc j'ai envoyé un petit sondage de satisfaction, hein, parce qu'il faut savoir s'ils sont aussi contents de ce webinaire. Est-ce que ceux qui nous ont accompagnés, voilà, vous pouvez répondre. Si vous êtes content vous aussi de votre prestation, vous pouvez le dire. Voilà, en tout cas, ceux qui nous ont accompagnés jusqu'au bout, sont contents. Donc, voilà, on a du 4 étoiles, 5 étoiles. Donc, voilà. Si c'était de la restauration, ce serait pas mal. Voilà, donc c'est globalement très, très largement profitable à tous ceux qui nous ont suivis. Gladys, est-ce que tu as quelque chose à ajouter peut-être en fin de webinaire? J'avais tout envoyé au niveau des prochains événements, donc pas forcément. Après, vous pouvez retrouver l'actualité d'Odéalim sur notre site, du coup. Il y a des articles qui sortent régulièrement, et puis Odéalim aussi a une page dédiée, donc qui reprend toutes les actualités et également le replay. Ce que j'étais en train de faire, je vais aller la mettre dans le chat, voilà. Oui, dans parce le chat. Que, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ce webinaire est enregistré. Donc, tous ceux qui se sont inscrits, parce que bon, il y a ceux qui s'inscrivent, il y a ceux qui sont présents, et il y a ceux qui attendent le replay avec impatience. Donc, tout le monde aura l'accès au replay qui sera sur notre chaîne YouTube, et puis bien sûr dans les pages de monimmeuble.com. Je pense que je ferai aussi un petit article parce que bon, on a répondu à beaucoup de questions et ça serait intéressant qu'on puisse mettre ça en clair sous la forme d'un sujet questions-réponses dans le site. Isabelle, l'inconvénient d'être parti d'une feuille blanche, c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir répondu aux attentes des gens. Peut-être avait-il des questions qu'on n'a pas couvertes. Eh ben, s'ils ont des questions par la suite et qu'ils nous envoient des questions, eh ben, on vous les transmettra et puis vous y répondrez
Voilà, mais bon, là, il y avait pas ce soir, il n'y avait pas énormément de questions et je pense qu'on a répondu. Oui, je pense qu'on a traité celles qu'il y avait. Et puis, je pense que vous avez pris les devants. Et à chaque fois, vous dit, on nous pose souvent cette question, et je pense que ça fait partie des questions qu'on allait vous poser. Donc, voilà. L'intérêt d'en parler, c'est précisément pour qu'on ne nous la pose plus. Et on vous la posera encore et encore, j'imagine. Parce que tout le monde ne verra pas malheureusement notre webinaire. Donc j'aimerais bien, mais bon, voilà. On espère qu'on aura encore plus de vues sur ces webinaires. Mais bon, voilà, pour l'instant, ça reste quand même limité à notre petit écosystème. Mais on va relier on va diffuser ça dans les réseaux sociaux un petit peu partout. Donc on vous verra. On est ravis de vous accompagner. Eh ben c'est pareil pour nous, hein. C'est très important de vous avoir parce que c'est des sujets complexes. Il faut avoir toutes les années de terrain que vous avez pour pouvoir être aussi à l'aise. Et en fait, vous avez réponse à tout. Donc voilà, on peut vous poser n'importe quelle question. On sait que vous avez réponse à tout et ça, c'est fantastique. Bon, là-dessus. C'est l'avantage de ne pas avoir vu plus loin que notre fenêtre. Oui, restez là où vous êtes très bien. Hein, voilà, je pense que c'est l'essentiel, c'est d'avoir. Eh bien, merci à toutes les deux de votre invitation. Eh bien, c'est nous. On vous dit à bientôt. Avec plaisir, bonne soirée. On souhaite à tous ceux qui sont avec nous une très belle soirée. On vous dit à bientôt dans les pages de monimmeuble.com. Regardez avec attention dès que le replay sera en ligne pour pouvoir y accéder. Et là-dessus, vous savez que le prochain rendez-vous, c'est au mois de juin maintenant. Hein, donc, il faudra patienter. Il faudra patienter un petit peu. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous.